Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à des aventuriers portugais qui décident de partir pour différentes raisons à la quête de gloire, renommée et aventure en Russie. Jusqu'au XVIIIe siècle, les deux puissances, situées à des extrémités opposées de l'Europe, ne savaient pratiquement rien l'une de l'autre. Cela n'a cependant pas empêché des Portugais de réaliser une carrière impressionnante en Russie au service de différentes tsars. Vous voulez en savoir plus sur les aventuriers portugais? Venez avec moi. En 1697, le tsar Pierre Ier, dans le cadre de son long voyage en Europe, se rend aux Pays-Bas, où les autorités locales organisent une bataille navale de démonstration pour cette hôte de marque. L'autocrate, admirant le spectacle, a attiré l'attention sur un jeune marin très vif, qui grimpait habilement, comme un singe, au haut banc et attachait avec dextérité les voiles. Ce jeune homme était Antonio de Vieira, issu d'une famille juive pauvre qui avait déménagé du Portugal à Amsterdam. Le tsar, qui jugeait généralement les gens non sur leur origine et leur richesse, mais sur leur capacité et leur force de caractère, propose au garçon de cabine d'entrer au service de la Russie, proposition que le Portugais accepte, sans doute dans l'espoir d'améliorer son statut et de s'élever dans la société. Pierre Ier a vu juste. En 10 ans, le jeune Lusitanien est passé de simple page à adjudant général. En 1718, le tsar le nomme au poste de premier chef de la police de Saint-Pétersbourg, le chargeant de rétablir l'ordre dans la capitale de l'Empire russe. Sa date et son lieu de naissance sont incertaines. Les sources divergent sur ce point de savoir s'il est né au Portugal dans la province de Minho en 1673-1674 ou d'une manière moins probable à Amsterdam en 1682. Il a déclaré qu'il était un descendant présumé de Marranos portugais, juifs de la péninsule ibérique ou des colonies convertis au catholicisme mais poursuivant leur religion. Sa mère était chrétienne, mais son père était juif, qui a déménagé avec sa famille du Portugal aux Pays-Bas, où il s'est converti au christianisme. La même année, il est tombé amoureux de la sœur du prince Menchikov et l'a séduit. Ils ont été appréhendés par son frère, qui a ordonné à Vieira d'être battu à mort. Ce dernier, cependant, a fait appel au tsar pour sa protection et lui a accordé la main de la sœur du prince. Le tsar Pierre Ier ordonne que Vieira soit libéré et marié à la sœur de Menchikov dès le lendemain, démontrant et confirmant que le tsar souhaite voir le Portugais monter dans la hiérarchie russe. Un mois plus tard, Vieira est nommé premier chef de la police de Saint-Pétersbourg. Au cours de son mandat, Vieira a acquis une réputation de confiance grâce à son attitude stricte à l'égard des brigands et des hors-la-loi, qui s'était auparavant entassé dans la capitale russe, nouvellement construite. Anton Manulovitch Dever, comme on a commencé à l'appeler à la manière russe, s'est mis au travail avec zèle. Il a formé une force de police, mis en place des portes aux entrées de la ville et introduit une surveillance de nuit dans les rues. De plus, grâce à ses efforts, un service anti-incendie a été créé. Les marécages ont été activement asséchés et des systèmes de drainage ont été construits. Jeter des ordures dans la Neva était puni de coups de fouet, et les marchands étaient également fouettés pour avoir vendu des produits de mauvaise qualité ou procédé à des augmentations de prix injustifiées. Pierre Ier était très satisfait de son chef de la police. Inflexible et rapide dans l'exécution des ordres royaux, il causait une telle peur parmi les habitants de la ville qu'il tremblait au simple son de son nom, a écrit le noble Holstein Friedrich von Berchkohl, qui a vécu en Russie pendant un certain temps. La chute d'Anton Manulovitch a commencé peu après la mort de l'empereur en 1725. Un grand rôle a été joué par un autre proche de Pierre Ier, le prince Alexandre Menchikov, qui voue une haine implacable aux Portugais. Après la mort de Pierre Ier, Vieira a réussi à maintenir sa position principalement par l'influence de sa femme, une dame à la cour de la nouvelle tsarine Catherine Ier. Le 24 octobre 1726, il est nommé et admis au Sénat. L'influence de son beau-frère sur l'impératrice cependant était primordiale, alors que Vieira s'oppose au plan de Menchikov de faire épouser sa fille au futur Pierre II de Russie, sans la protection du tsar. Le Portugais est arrêté et torturé. Les deux hommes d'État se sont pris d'aversion mutuelle à partir du moment où Vieira, qui n'avait pas encore atteint de hautes fonctions, a courtisé Anna, la sœur de Menchikov.
Le Portugais a non seulement essuyé un refus grossier, mais a également été capturé et battu par les serviteurs d'Alexandre Menchikov. L'empereur Pierre Ier était intervenu et a autorisé le mariage, mais l'inimité entre ses deux proches n'a fait que croître. Finalement, le 27 mai 1727, au tout début du règne de Pierre II, âgé de 12 ans, qui est sous le contrôle de Menchikov, le Portugais fut accusé d'avoir eu l'intention de renverser le monarque. Il fut privé de son titre de noblesse, de ses propriétés. Il est fouetté et exilé en Sibérie. En 1731, lorsque Vitus Bering a été chargé de cartographier et de découvrir les régions d'Orstock, il n'a trouvé nulle part en Extrême-Orient un homme plus capable et expérimenté que Veyrat afin de l'aider dans sa tâche. Ce dernier est convoqué à Orstock et nommé gouverneur en 1739. Au cours de son mandat, il a créé un chantier naval et une école nautique qui se poursuivront pendant un siècle. En 1741, l'impératrice Élisabeth Ier a abandonné toutes les charges retenues contre Veyrat et l'a rappelé à Saint-Pétersbourg. Le vieil homme a été réintégré en tant que chef de la police. Ayant été restitué dans son titre d'ami et investi de l'ordre de Saint-Louis, Veyrat, à la santé déclinante, meurt en 1745 à l'âge de 63 ans, après avoir été en poste pendant 6 mois. Était-il le fils d'Antoninho Ambrizio Pereira Frei de Andrade y Castro, 11 novembre 1770, c'est la date de sa mort, la date de naissance est inconnue. Ambassadeur représentant du Portugal à la cour d'Autriche, et son épouse Maria Anna Elisabeth, comtesse Schaffhaus-Gost, d'une ancienne et illustre noble famille de Bohême, et parent de la deuxième femme du marquis de Pombal. Gomez Frei de Andrade avait l'éducation qui était à l'époque donnée aux enfants de la noblesse. Il a fait ses études et a résidé à Vienne jusqu'en 1780. Son père, Antoninho Ambrizio Pereira Frei de Andrade y Castro, avait été un grand collaborateur du marquis de Pombal et du roi José Ier dans sa campagne contre la Compagnie de Jésus. Destiné à une carrière militaire, il installe la place des cadets dans le régiment de Peniche, promu en 1782. Il passe sa carrière navale dans l'armada royale, embarquant en 1784 au poste de police, qui doit aider les forces navales espagnoles de Carlos III, roi d'Espagne, dans le bombardement d'Alger. Au départ, Gomez Frei de Andrade, fils de l'envoyé portugais à Vienne, ne songeait pas à se rendre dans la lointaine Russie. Il a fait une carrière militaire au Portugal, alternant service dans l'armée de terre et dans la marine. Néanmoins, l'impossibilité de faire ses preuves dans une grande guerre déprimait grandement Gomez. Et en 1788, avec l'autorisation de la cour royale, il se précipite dans la guerre russo-ottomane, au cours de laquelle il a participé au siège de la forteresse d'Otchakov, aujourd'hui ville du sud de l'Ukraine. Lors du petit matin glacial du 17 décembre, traversant une tempête de neige, les troupes russes ont lancé l'assaut. Frei de Andrade a été l'un des premiers à escalader les murs de la citadelle. Par décret de l'impératrice Catherine II, le Portugais a reçu l'ordre militaire de Saint-Georges de 4e classe. Une guerre ne suffisait pas à Gomez, et en 1789, il demande au commandement russe de l'envoyer en mer Baltique, où à l'époque des opérations militaires étaient déjà en cours contre la Suède. Selon sa vieille habitude, il se reconvertit facilement en officier de marine. Pour son excellent commandement des batteries flottantes, navire lent doté d'une artillerie puissante pour le siège des forteresses côtières. Lors de la première bataille de Svenskinsund, 24 août, il reçoit une épée d'or gravée des mots « Pour le courage ». Il est promu colonel. Il est agréable d'entendre les éloges que non seulement ses chefs, mais aussi ses camarades expriment concernant le courage, le zèle et le travail actif du commodore Gomez Frei de Andrade, a rapporté le secrétaire de la mission portugaise à Saint-Pétersbourg. En 1791, après la fin des guerres contre les Ottomans et les Suédois, Frei de Andrade retourne au Portugal. Il sert également dans l'armée prussienne de 1792 à 1793 contre la France révolutionnaire. Il retourne à Lisbonne en 1793, il est nommé colonel et marquis das Minas. Il décide de s'embarquer pour la Catalogne dans la division Estado Maior, que le Portugal envoie comme auxiliaire en Espagne, contre la République française. Il arrive le 11 novembre 1793, par terre sous les ordres du duc de Northumberland. Mais malgré les victoires de l'armée hispano-portugaise sur les républicains, la guerre du Roussillon allait devenir un piège. Les Espagnols avaient perdu 18 000 blessés dans les hôpitaux et les 1000 hommes sans combat.
tandis que les Français recevaient des renforts constants. Le 29 avril 1794, le général du Goumier attaque la gauche de l'armée espagnole composée de corps de la division portugaise qui maintient le feu de la pause du matin à 2 heures de l'après-midi, sauvant l'armée espagnole du désastre. En 1801, il participe à la guerre dite d'Orange contre l'Espagne, se distinguant à nouveau. Entre 1801 et 1807, il a joué un rôle de secours adhérent au parti anglais contre l'influence de la France. Il est même arrêté en 1803 par des émeutes dont ils l'ont jugé l'instigateur. Au retour au Portugal après l'occupation du pays par les Français, il s'intègre dans la Légion portugaise créée par Jean Antoche Junot et qui placée sous le commandement du marquis d'Alorna part pour la France en avril 1808, où elle est reçue par Napoléon Ier. En juin, il a servi en Espagne, en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en Pologne. Il a participé à la campagne de la Russie jusqu'en 1813. Il a également été gouverneur militaire de Danzig en 1812, de Iéna en 1813, de Dretz en 1813 également. Il est emprisonné et passe en France et en Grande-Bretagne, puis en Irlande, revenant finalement au Portugal en mai 1815, où, après avoir été de nouveau emprisonné, un tribunal le déclare innocent sans le réinsérer pour autant dans l'armée. Il meurt dans l'anonymat le plus complet. Comme on l'a vu, malgré la distance et l'inconnu, deux Portugais décident de partir en Russie servir Pierre Ier et la Grande Catherine et combattre la Révolution française. Tous les deux démontrant de grandes qualités de guerriers, d'administrateurs, combattant aussi bien les Ottomans que les Français. Mais ces étrangers s'attirent également l'hostilité des Russes, voyant d'un mauvais œil ces aventuriers prenant la place aux côtés du tsar. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.